Moi, j'ai commencé ce métier en 1986, il y a 32 ans. En 86, il y avait quoi? Il y avait la ponction lombaire, je parle aux malades qui ont à peu près mon âge, ma génération. Il y avait la ponction lombaire, il y avait le synactène. Parce que certains, ça rappelle les souvenirs. Le synactène, il faut surtout pas donner, parce que c'est une corticoïde indirecte, le synactène. Et oui, on avait que ça à l'époque. Sur les médroles, on ne l'avait pas en 86. Le synactène augmente la sécrétion par les surrénales. Nous sécrétons tous de la cortisone. Cette cortisone est sécrétée par une glande qu'on appelle les surrénales. Surrénales, parce que ça vient du latin, elle est posée sur le bras, tout bêtement. Et le synactène active les surrénales pour sécréter la cortisone. Donc en fait, si vos surrénales ne marchent pas bien, on ne sait pas combien de cortisone vous recevez. Aujourd'hui, quand on traite un malade, on donne des bolus, le fameux Sumedrol. Là, au moins, c'est clair, on donne 1 gramme ou 500 mg de cortisone. Au moins, on sait que vous recevez la bonne dose. Mais à l'époque, on avait que ça. Et donc, à l'époque, on disait ça doit être une sclérose en plaques, 1986, synactène, ponction lombaire, voire peut-être certains ont connu la pneumoencéphalographie gazeuse. Non, ça va, c'était terrible, la pneumoencéphalographie gazeuse. Moi, je l'ai lu à la fin. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une ponction lombaire, on enlevait tout le liquide céphalorachidien et on injectait de l'air pour voir comment était le cerveau. C'était l'époque. C'était comme ça à l'époque. Et donc, dans la maladie, est arrivée, et en médecine, une révolution. C'est l'IRM. Moi, j'étais jeune étudiant en 82, et c'est la première fois que j'ai lu l'IRM. Je faisais partie des gens assis, comme vous aujourd'hui, parce que vous savez qu'il y a deux catégories de population, les gens debout et les gens assis. Les gens debout étant jugés par les gens assis. Et oui, c'est vrai. Quand on passe un examen, on est debout, hein. Le jury est assis. Bon, bref. Et l'IRM, c'était extraordinaire. J'étais jeune étudiant, 83, et c'était les premières IRM où on voyait l'intérieur du corps. Et ça, c'était une révolution de la médecine. Aujourd'hui, les IRM, on en fait pour la hanche, on en fait pour le poumon, le sein, on en fait pour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez à peu près une IRM pour 100 000 habitants en France. Extraordinaire. Ça, c'était la première révolution. Parce que ensuite sont arrivés les premiers critères de diagnostic de la sclérose en plaques en 1997. Il a fallu à peu près une quinzaine d'années pour comprendre la corrélation entre ce qu'on voyait l'IRM et la maladie. Et puis ensuite, les critères 2001, 2010, 2017, on vient d'en parler, qui sont revus. Mais le principe, c'est l'IRM. Troisième révolution, et ça c'est la sclérose en plaques, c'est la compréhension de la maladie et l'arrivée des traitements immunomodulateurs. Et le premier traitement à être donné dans la maladie, c'est l'interféron, le bêta-féron. Interféron de type bêta, c'est un immunomodulateur. Certains interférons, on le connaît, puisque vous avez une maladie qui s'appelle l'hépatite C, qui est fréquente en France, qui est traitée par un interféron alpha. Nous, c'est du bêta, il n'y a pas beaucoup de différence. Et là, 87 a été la première évolution de la maladie, c'est le premier traitement par interféron qui a ralenti l'évolution de la maladie. 96, le premier traitement. 14 ans plus tard, 2010, vous avez combien de traitements disponibles dans la sclérose en plaques? 5. C'est pas mal. Pas mal. Mais 2016, 6 ans plus tard, 13 médicaments. Tous les ronds de couleur, ce sont des médicaments de la maladie. Et aujourd'hui, on a à peu près 3 molécules qui sont en cours d'études thérapeutiques, phase 2, phase 3, et on sait par les congrès, parce que chaque année on va aux USA, qu'on a à peu près 3 molécules en test actuellement. Parce que dans les études thérapeutiques, vous allez avoir des phases de développement. Phase 1, c'est la toxicité animale, phase 2, c'est la toxicité au sujet sain, phase 3, l'efficacité thérapeutique chez les malades, et puis les phases 4, ce sont des traitements qu'on donne, une fois qu'ils sont validés comme efficaces, dans la vraie vie des traitements. Donc aujourd'hui, nous on teste des phases 2, phase 3 actuellement au CRC7, mais on a des phases 1 qu'on voit développement chez l'animal, qu'on connaît actuellement. Donc, quand on voit le progrès, bien sûr que les paradigmes de la maladie, mais quand on voit d'où on vient, avec une maladie obscure, 86, une maladie où le neurologue était agressif avec la ponction lombaire, et aujourd'hui, quand même, la prise en charge de jeunes patients avec des IRM, peu de ponction lombaire, 13 solutions thérapeutiques, on voit quand même en 20 ans les progrès qui ont été faits, même si beaucoup de choses restent à faire. Comment on traite aujourd'hui? Donc il y aura 2 parties, il y aura les traitements classiques, que vous connaissez, et puis, que doit-on attendre de l'avenir, à 3-4 ans, des nouvelles possibilités thérapeutiques de la sclérose en plaques? Comment on traite aujourd'hui un patient sclérose en plaques? Eh bien, on a parlé tout à l'heure des premières lignes. Voilà, les premières lignes, ce sont les traitements peut-être moins efficaces, mais dont le niveau de sécurité est élevé parce qu'on les donne depuis longtemps. C'est le groupe des immunomodulateurs. C'est-à-dire qu'avec ces traitements, il n'y a pas de risque infectieux. Et vous allez en reconnaître certains, les interférons,
Robi, Bétaféron, Extavia, Avonex, Plégridi, ce sont les mêmes. L'efficacité est la même. Après, c'est des modalités d'injection différentes, mais ce sont les mêmes. Vous avez la Copaxone, qui est aussi un immunomodulateur. Copaxone, c'est pas l'interféron, c'est un mélange d'acide aminé. C'est un vieux traitement, la Copaxone. Et on s'est aperçu que ça marchait dans ce qu'on en plaque. On ne sait pas trop le mécanisme d'action de la Copaxone, mais ça marche. Ils ont la même efficacité. L'efficacité de ces traitements, ça diminue de 30% le risque de pousser à 2 ans et à 5 ans. Donc, c'est pas mal. Et la prise de risque, elle est pratiquement nulle. L'inconvénient, vous le voyez en bas à gauche, ce sont des formes injectables, en piqûre. Donc, sous-cutané, intramusculaire, il y a différentes modalités de prescription. Donc, c'est bien, mais on parlait tout à l'heure de la qualité de vie. Comment améliorer la qualité de vie dans cette ligne de traitement de la première ligne? Deux possibilités, soit on diminue le rythme des piqûres, donc on améliore la tolérance. Deux molécules ont été modifiées comme ça. C'est la Copaxone qui est donnée aujourd'hui 3 fois par semaine. C'est-à-dire qu'avant, la Copaxone a donné à 20 mg par semaine, 20 mg sous-cutané par jour, tous les jours. Ça fait long, hein, au bout d'un an. 352 piqûres sous-cutanées, ou 365, c'est beaucoup, hein, et au bout de 5 ans, 1500. Bon, sous-cutané, enfin 1500. Et aujourd'hui, donc, la Copaxone 40 mg, 3 injections sous-cutanées par semaine. Alors, vous divisez par 2 le rythme des injections. La molécule, c'est la même, c'est la Copaxone, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de risque extrême. Deuxième possibilité, c'est le groupe d'interférons avec une injection tous les 15 jours, ce qu'on appelle le Plégridi. C'est la Vonex, en fait, mais qui, au lieu d'être donné à 30 microgrammes une fois par semaine en intramusculaire, est donné à 60 microgrammes, mais tous les 15 jours en sous-cutané. Donc là, on améliore justement la tolérance et la qualité. Deuxième possibilité, c'est le comprimé. Et on est toujours dans les premières lignes, donc les formes orales. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme forme orale? Vous avez un médicament qui s'appelle le Tecfidera. Tecfidera a été trouvé efficace par hasard dans la maladie. Il était donné dans le psoriasis. Alors vous allez me dire, mais le psoriasis et son en plaque, il n'y a aucun rapport. Ben non. Il n'y a pas de rapport. Sauf que c'est une maladie auto-immune. Et on reprend le mécanisme. Les traitements de la sclérose en plaques ne sont pas des traitements neurologiques. La maladie de Parkinson, oui, c'est le mot de part, c'est le maître de part. Quand on tremble, on donne un traitement neurologique. La maladie d'Alzheimer également. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune. Donc on va jouer sur l'immunité, on va la modifier. Et en fait, vous avez beaucoup d'autres maladies qui sont auto-immunes. La maladie de Crohn, en général, tout le monde connaît. La polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis. Ce sont des maladies auto-immunes, mais qui vont aller attaquer la peau, les cartilages, le tube digestif. Mais le principe au départ, le pont, c'est le lymphocyte. Alors pourquoi le lymphocyte est différencié chez certains malades, va aller attaquer le tube digestif, la Crohn? Pourquoi il va attaquer la myéline, la sclérose en plaques? On ne sait pas aujourd'hui. Mais clairement, ce qui est extraordinaire, c'est que ces lymphocytes, chez les mêmes malades, hein, ces lymphocytes sont actifs, mais ils sont programmés pour aller attaquer une cible précise, soit les articulations, soit la peau, soit la thyroïde, soit la myéline. Mais les traitements vont souvent se rejoindre. Et le Tecfidera a été trouvé par hasard alors qu'il était donné chez les patients psoriasis. La posologie est assez simple, c'est un comprimé matin et soir. Et puis au bout d'un mois, on double la dose. Hein. Le Tecfidera, c'est un comprimé matin et soir. J'ai vu autre question. C'est 2 comprimés par jour. C'est des médicaments qu'on donne depuis 2014. Donc on manque encore de recul pour la sécurité d'emploi au long cours. Les interférons de la Copaxone, on donne depuis 20 ans, donc on connaît très bien la sécurité. Tecfidera, c'est bien, mais on connaît mal encore la sécurité 20 ans plus tard. Deuxième traitement qu'on donne en comprimé, Aubagio, c'est le terrifinomide. En fait, on connaît très bien la molécule mère qui est l'Arava. L'Arava, c'est le léflunomide et c'est donné dans la polyarthrite rhumatoïde depuis une dizaine d'années. Et nous, on a le terrifinomide, c'est les mêmes. Ces deux traitements ont la même efficacité que les piqûres. Aubagio, c'est assez simple, c'est un comprimé par jour. Il y a des risques, mais finalement modérés. Et donc, quand on va décider sur un traitement, on va partir plutôt sur une première ligne, parce que voilà, c'est une maladie peu active, c'est un début de maladie. Mais déjà, dans la décision de la première ligne, on va gérer un risque. Soit le patient préfère un traitement sûr, c'est les piqûres, soit le patient préfère un qualité de vie, c'est le comprimé.
Et là, il y a une vraie discussion qui s'installe neurologue et malade. Voilà, il y a des malades qui me disent, monsieur Abouche, moi je vois les chouclans, je prends le truc dans la glace, jamais je vais y arriver, je préfère un comprimé. Et puis d'autres malades qui me disent, oh là là, je suis allé sur Internet, parce que vous savez qu'il ne faut pas aller sur Internet, je suis allé sur Internet, oh là là, oh bah, je surtout pas, etc. Je préfère la piqûre. Voilà. Donc là, même si vous êtes dans la même classe thérapeutique, vous allez avoir une décision dans le risque. Soit le risque de la qualité de vie, les piqûres, soit l'éventuel risque d'absence de sécurité, mais pour une meilleure qualité de vie, c'est les comprimés. Et là, il y a une vraie discussion. En sachant qu'on peut très bien un jour décider d'une molécule, et puis 3 mois après de changer parce qu'il y a une mauvaise tolérance, etc. C'est jamais une seule voie. Deuxième point, il y a eu pas mal d'études qui ont montré que l'interféron était égal à Aubagio. Hein. Probablement le Tecfidera est un peu plus puissant, mais en tout cas, l'efficacité est similaire. Ensuite, les traitements en deuxième ligne. Donc là, on va passer à 2 molécules différentes, qui est, comme vous voyez ici, le Gilenya. Alors, cette publicité, elle est tirée, en fait, de revues américaines. Quand vous allez aux USA, donc chaque année on va aux USA pour le meeting de la science en plaque, dès qu'on arrive à l'aéroport, il n'y a pas de publicité de laboratoire pour les médicaments. C'est pas du tout la même mentalité qu'en France. En France, c'est interdit, on n'a pas le droit de faire la publicité pour les médicaments. Quand vous arrivez aux USA, vous arrivez au l'aéroport, au moins vous savez que vous n'êtes pas trompé de ville. Vous êtes dans la bonne ville du bon congrès. Gilenya, c'est un traitement de deuxième ligne. C'est assez simple, c'est un comprimé par jour. Et vous l'avez vu, hein, voilà, c'est des comprimés très simples à prendre. Alors, comment marche le Gilenya? Le Gilenya, là, on rentre dans les immunosuppresseurs. On n'est plus dans l'immunomodulation. Là, on va baisser les lymphocytes. C'est quand même le but, hein, c'est qu'il y ait moins de lymphocytes actifs. Et ce fameux Gilenya, c'est ce qu'on appelle un sécrétateur de lymphocytes. C'est-à-dire qu'il va prendre vos lymphocytes et il va les mettre dans la rate. S'ils sont dans la rate, ils ne sont pas dans la myéline. C'est idiot, hein. Là, ça marche. Ce fameux Gilenya était donné au départ dans la prévention des rejets de greffe. Quand vous greffez chez un malade, un cœur, un rein, ce que vous voulez, il y a une réaction de rejet du malade qui a reçu le greffon. Ça, c'est intuitif, c'est le rejet de greffe. Et le rejet de greffe, il est basé sur la réaction immunitaire. Et donc, on va donner des traitements anti-rejet. Et le Gilenya était donné dans les préventions de rejet de greffe. En fait, on s'est aperçu qu'il marchait dans ce en plaque anti-lymphocytaire. En fait. C'est le but. Et donc, il va mettre les lymphocytes dans la rate pour éviter qu'ils arrivent au niveau de la myéline. La prescription est assez simple, c'est un comprimé par jour. Il y a quand même 5% d'arrêt pour effets secondaires, quand même. Et aujourd'hui, on a une AMM. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché du Gilenya, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner n'importe comment le Gilenya, et nous avons un cahier des charges pour prescrire le Gilenya. C'est soit des patients qui ont été traités par un traitement de première ligne, qu'on a vu juste avant, et qui continuent à évoluer dans la maladie, soit des nouvelles poussées, soit encore des nouvelles lésions en IRM, et là on est en droit de passer à une deuxième ligne donc de Gilenya, soit des malades qui n'ont jamais été traités, et qui ont fait 2 poussées dans l'année. Un malade non traité en moyenne fait une poussée par an. Si un malade non traité fait 2 poussées dans l'année, c'est une maladie qu'on appelle active. Et donc il faut arrêter les poussées. Et là on est en droit, chez ces malades, d'aller d'emblée à la deuxième ligne, et non pas de passer par la première ligne. Donc ça c'est extrêmement important sur la modélisation. Je passe à la question. Autre traitement de deuxième ligne, le Tysabri, ou d'intézumab. Le Tysabri était donné au départ dans la maladie de Crohn, et ça on oublie aujourd'hui. Ce fameux Tysabri, comment il marche? Alors, ce Tysabri a eu le prix gagnant de l'innovation thérapeutique en 2008. Vous avez ici toujours votre fameuse barrière hématoencéphalique et le cerveau est ici. Et là, vous voyez, vous avez des gros machins bleus là, c'est les lymphocytes. Mais ils sont gros parce qu'ils sont activés, ils sont programmés pour attaquer la myéline. Donc pour arrêter la progression vers la myéline, comment on fait? Soit on détruit, c'est une immunosuppression, voilà, c'est comme un chinois, plus de lymphocytes, plus d'activité. Facile. Soit on va les bloquer. Et en fait, ce lymphocyte que vous voyez ici, pour rentrer dans le cerveau, il va passer par la fameuse barrière hématoencéphalique, mais il a besoin de s'accrocher à une protéine qu'on appelle l'intégrine. Cette intégrine, c'est une petite protéine qui est dans la barrière hématoencéphalique et qui permet au lymphocyte de s'accrocher et ensuite de rentrer dans le cerveau.
C'est un peu la R16 avec la caravane, pour les plus anciens. Il faut une boule pour la caravane. Ah, la boule. La faucille, c'est pareil. La faucille, a besoin de la boule pour entrer dans la rue. Et si vous mettez un truc et vous mettez le capuchon, vous ne pouvez pas accrocher la caravane. Et bien la faucille, avec l'outil d'abri, il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre intelligence humaine ou l'outil d'abri, il se met ici. Et donc vos lymphocytes, ils partent. Ça s'appelle un bloqueur de lymphocytes. Et ça, on le voit chez les patients traités. Les malades sous 6 abris, 6 mois plus tard, ils font tout pousser, l'IRM ne bouge plus. Ça marche, et ça marche vite. Ça marche au bout d'un mois. On avait montré avec l'équipe de Lille et Strasbourg, la durée d'efficacité théorique, c'est 1 mois. Donc ça marche vite et très vite. Bon, vous allez me dire, on va traiter tout le monde par petits abris. Oui, mais il y a un risque, ce qu'on appelle la limpe. Quand on a eu le tisabri, les premières études de tisabri, c'était 2005, les fameuses études type pivot, qu'on appelle Affirme et Sentinelle, qui ont montré à ce moment en 2005 que le tisabri était particulièrement efficace dans ce moment-là. Et donc, on l'a eu en prescription en 2007. Et ça, moi, je l'ai vu de mes yeux. Vous voyez, c'est pas un truc que j'ai appris scolairement. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Et donc, arrive le tisabri en 2007. Il y avait une étude de suivi qui s'appelait STARS, comme les étoiles, qui devait démarrer. Au bout de 3 mois, on s'est aperçu que sur 3000 malades traités dans le monde, il y avait eu 3 cas de limpe. Et donc, à l'époque, je l'ai vu, mes yeux, on a dit, bon, c'est pas grave, c'est 1 pour 1000, c'est rien. Et puis, au fur et à mesure des publications, et ben dans le monde, parce qu'on est tous connectés, hein, dans le milieu industrialisé, on voyait les malades s'accumuler. Et ce tisabri a été bloqué, donc en 2007, 3 mois plus tard, par la FDA américaine. Vous savez que notre vie tient, peut-être pas Donald Trump, en tout cas de ça. C'est un peu vrai. Hein. Et comme le médicament est fabriqué aux USA, en plus, c'est Biogen, et ben, Biogen a eu l'ordre d'arrêter toute fabrication de tisabri. Et donc, la FDA américaine est passée dans tous les pays qui avaient eu des abris pour revoir les dossiers. Et donc, on s'est aperçu que la limpe, ce n'était pas un cas sur 3000, que c'était beaucoup plus fréquent que ça. Alors, qu'est-ce que c'est la limpe? La limpe, c'est la résurgence d'un virus qui est sain. Vous connaissez tous le zona. Le zona, c'est chez des malades qui ont eu la varicelle, on se croit tous guéris de la varicelle, dans des contextes d'immunosuppression, ça peut être la grossesse, ça peut être des chimiothérapies, le sida, le cancer, ça peut être aussi un affaiblissement de l'état général, eh bien, on a des lésions cutanées, en général, c'est plutôt le visage ou thoracique, avec des vésicules et des douleurs. Et puis ça s'en va. Eh bien, ce zona, c'est la résurgence du virus de la varicelle. Ce virus de la varicelle, il est quiescent, nous gardons. Quand on a la varicelle, on garde toute notre vie. Mais dans des contextes d'immunosuppression, ce virus de la varicelle va être plus fort que l'organisme et développer à ce qu'on appelle le zona. La limpe, c'est exactement pareil. La limpe est due à la résurgence d'un virus qui s'appelle JC. Alors JC, ça ne veut pas dire Jésus-Christ. C'est John Cunningham, c'est le premier malade décrit. C'est pas un secret officiel, tout le monde sait. Et donc, ce fameux virus JC, une personne sur 2 adulte a été en contact avec lui. Donc là, une personne sur 2 était en contact, peut-être moi. Mais tant qu'on est en bonne santé, on s'en rend pas compte. C'est un peu comme la grippe, quoi. Mais si on est en immunosuppression, cancer, sida, cortisone au long cours, et aussi le tisabri, on a un risque que ce virus se redéveloppe et donne la fameuse limpe. C'est une sorte d'encéphalite. Alors, la limpe, on connaît depuis 60 ans. Depuis, il y avait des cas de limpe. La limpe, la vraie résurgence de la limpe, c'était le sida. Puisque le sida n'avait plus de défense immunitaire. Et moi, j'ai vu les premiers cas, j'étais étudiant en 83, des virus du sida, quand à l'époque le LAV, certains s'en rappellent, qui était une grande immunosuppression, il faisait toutes les infections possibles, tuberculose, cryptococcus, incroyable. Et il faisait des limpes, parce qu'il était en tel état d'affaiblissement immunitaire qu'il y avait une encéphalite. Et puis avec les trithérapies, le sida est devenu beaucoup moins actif, puisque maintenant, dans le sida, on restaure l'immunité avec des traitements mis au point, etc. Et donc, dans les années 90-2005, la limpe, c'était très épisodique. Et là, il y a eu de nouveau, avec le tisabri, une récidive de limpe, puisque quand vous bloquez les lymphocytes à dessein, puisque c'est les lymphocytes activés qui ne vont pas attaquer la myéline, vous bloquez tous les lymphocytes. Et votre cerveau, avec le tisabri, il est en immunosuppression. Le tisabri donne rarement des infections du staphylocoque, de la fièvre, etc. Non, pas du tout.
Parce que son action, elle est uniquement de bloquer le lymphocyte au niveau cérébral. Et c'est pour ça que le risque du thylabride, c'est la nappe. Et donc, on arrive à mobiliser ce risque aujourd'hui avec la nappe. C'est-à-dire que si vous voulez traiter un patient par thylabride, vous êtes obligé aujourd'hui de faire une sérologie JC. La sérologie JC est la signature de savoir si vous avez été ou non en contact avec le fameux virus. Une personne sur deux, elle sera positive, une personne sur deux sera négative. Chez les malades négatifs qui n'ont jamais été en contact avec le JC, le risque de nappe à 2 ans, il est de 1 pour 10 000. Donc c'est un risque minime. Sur le thylabride, c'est qu'on a des maladies actives. Mais chez les malades qui sont positifs, ce qu'il faut retenir, c'est que le risque à 2 ans, il est de 2%. Et c'est pas pareil. Donc il est par 20 le risque de contracter la nappe à 2 ans. Et donc c'est pour ça que la décision du thylabride, autant c'est un excellent traitement, autant c'est une vraie décision qui engage, probablement de démarrer à cause du risque de la nappe. Mais deuxième point, également d'arrêter. Parce que vous pourriez me dire, monsieur Abouche, c'est simple, on traite 15 mois, 18 mois, puisque le risque est surtout après 2 ans, on arrête à 2 ans. Oui, mais le problème, c'est qu'on crée le rebond. Le rebond est défini par la survenue d'une poussée plus sévère que ce qu'avait le malade avant. C'est-à-dire que si au départ il y avait une poussée sensitive, 2-3 mois après l'arrêt du traitement, il fait un déficit de la jambe, c'est un rebond. Une poussée plus sévère que ce qu'avait avant. Or, si on arrête le thylabride, il y a un risque de rebond. Pourquoi? Parce que vous bloquez les lymphocytes, vous savez, c'est un peu comme quand les barrières de pH autour sont bloquées, il y a un accident. Certains ont vu ça en venant ici. Bon. Donc les gens ils sont là, ils accélèrent, ils sont un peu tendus, puis les barrières se lèvent, donc tout le monde se lève vite. D'accord. Au ski, c'est pareil. Eh bien, c'est exactement pareil avec le thylabride. C'est-à-dire que le thylabride, on bloque les lymphocytes, mais si on enlève le thylabride, les lymphocytes affluent dans le cerveau.